Avant les élections du 9 juin, La Loupe vous propose de comprendre comment les institutions européennes influencent notre quotidien dans une série de 5 épisodes. Est-ce toujours la faute de l'Europe, comme on l'entend beaucoup chez nos politiques ? Une Europe unie, une Europe forte, une Europe puissante et généreuse. L'Europe. L'Union européenne. L'Europe, la faute à Bruxelles. L'Europe. Tout le monde parle de l'Europe. Si on veut faire des champions, il faut que le marché domestique tout de suite, ce soit le marché de l'Union européenne. Donc il faut un vrai marché unique du numérique. Il ne faut pas qu'il y ait de barrières. Emmanuel Macron veut donc faire de l'Europe un champion international du numérique. Pourquoi Steve Jobs était-il américain et pas français ? Il y a un réarmement numérique de l'Europe face aux big tech américains. Est-ce qu'aujourd'hui on a mis en place les premières conditions pour pouvoir organiser une forme de contre-attaque ? Je vous avoue que le matin, j'ai un défaut, je regarde tout de suite mon téléphone de la marque Apple, d'abord pour arrêter mon réveil et ensuite pour mettre la radio. Pendant que je prends mon petit déjeuner, et vous faites peut-être comme moi, je fais un tour sur Instagram et avant de partir, je vérifie sur Google Maps qu'il n'y a pas de problème dans les transports. Une fois arrivé au bureau, j'allume mon ordinateur, un Mac, et je me connecte sur Teams pour une réunion. Dans tout cela, vous l'avez compris, aucune technologie ne vient du vieux continent. Alors, est-ce la faute de l'Europe si nous ne rivalisons pas avec les GAFAM ? La réponse dans cet épisode. On va d'abord essayer d'y voir plus clair concernant l'écosystème de la tech européenne. Pour cela, j'ai fait appel à Maxime Recoquillier, journaliste au service économie de l'Express. Bonjour Maxime. Bonjour Charlotte. Dans La Loupe, tu viens souvent nous parler de nos licornes de la tech. Ça veut dire qu'il y a quand même des géants européens. Oui, alors déjà, on peut rappeler que le web lui-même est d'origine européenne et qu'on a des scientifiques de haut niveau partout sur le continent. En fait, tout dépend comment on définit un géant. Il y a des grands noms sur le continent qui sont très connus du grand public. Je peux citer Skype, Spotify, Nokia ou même la plateforme de commerce en ligne Zalando. Et puis, certains aussi qui montent, qui sont peut-être un peu moins connus, mais je pense dans l'intelligence artificielle en ce moment à Mistral ou encore à DeepL, le traducteur. Et puis, il y a toutes ces grandes entreprises comme SAP, Atos, Capgemini ou même le leader dans la construction de machines destinées à produire des puces électroniques, qui est ASML, qui est un pilier très discret de la tech, mais qui est en fait un géant en termes de capitalisation boursière. En fait, la différence avec les États-Unis, qui ont beaucoup de géants technologiques, c'est que eux sont davantage grand public. On connaît tous les Google sur qui on fait nos recherches Internet, Amazon chez qui on commande des produits, Meta, évidemment les réseaux sociaux, Apple, Microsoft, Tesla et j'en passe. Et donc tous ces noms sont vraiment connus et utilisés par chacun au quotidien. Et pareil aussi en Asie avec la Chine qui dispose notamment de TikTok. Et j'imagine qu'il y a une grande différence de valeur entre les entreprises européennes que tu viens de citer et les mastodontes qu'on connaît tous. En fait, actuellement, les 7 plus grandes entreprises technologiques américaines affichent une valeur de marché combinée dépassant la somme de 12 000 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Il n'y a évidemment pas d'équivalent en Europe au niveau de la tech, même si on additionne un certain nombre d'entreprises. En fait, pour être même plus simple, cette valeur-là, elle est presque équivalente au produit intérieur brut combiné des 4 plus grandes économies européennes qui sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Donc c'est dire vraiment le niveau d'écart. Comment on explique cet écart ? Est-ce que c'est dû à des lois européennes ? Non, alors déjà il y a un point historique je pense à faire, c'est que des compagnies comme Apple ou Microsoft donc, sont nées au milieu des années 70. Et ce sont aujourd'hui les 2 plus grosses capitalisations boursières au monde. Donc ces entreprises sont nées à une époque où le marché commun de l'Union européenne n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Donc dès sa fondation, l'Union européenne a déjà du retard en fait. Puis il faut rappeler pour les États-Unis et pour la Chine, ces 2 pays ont des marchés unifiés très importants. Donc on parle pour les États-Unis de centaines de millions de personnes qui parlent la même langue, qui ont la même culture. Plus d'1 milliard pour la Chine. Tout est plus simple pour les entreprises privées afin de bénéficier de ce marché qui est quand même élargi. Et puis le fléchage des investissements nationaux est beaucoup plus fluide, beaucoup plus massif aussi et limpide. Donc les acteurs européens sont globalement défavorisés par rapport à leurs concurrents américains ou chinois. Par rapport à ça, en Europe, on a une myriade de pays différents avec des langues différentes, des cultures différentes. Donc ce n'est pas vraiment le même marché. Ensuite, il y a une question de culture financière.
Qu'est-ce que tu entends par là ? En fait, on n'a pas encore cette culture en Europe du capital risque comme elle existe, par exemple, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a tout un tas de fonds en fait qui existent et qui investissent massivement dans des entreprises, parfois même très tôt dans leur existence, pour leur donner justement les moyens de se développer. Et donc, en Europe, on n'a pas du tout ces fonds-là très actifs, ou alors ils sont de bien moins grande envergure. Ils vont investir quelques millions d'euros, par exemple, quand aux États-Unis, on peut avoir plusieurs centaines de millions de dollars investis dans des entreprises pour se développer. Donc là aussi, il y a une grande différence et ça explique pourquoi on a du mal à faire émerger des géants de la tech en Europe. Est-ce que certains ont quand même raison, Maxime, quand ils pointent du doigt l'Union européenne concernant la tech ? Il y a quand même des points à soulever, oui, qui égratignent un peu l'Europe. Déjà, de ne pas avoir été forcément si proactif que ça, justement, dans l'innovation, de ne pas avoir cru peut-être à certaines technologies émergentes. On a évoqué tout à l'heure le fait que le web était d'origine européenne et finalement, on n'a pas eu du tout l'économie qui a été associée après à ce développement scientifique. On a aussi peut-être trop de confiance dans le partenaire, justement, américain qui lui-même développait des solutions qui étaient innovantes et fiables et qu'on a de suite adoptées sans pour autant voir dès le début que ça pouvait poser des questions de souveraineté. La prise de conscience a eu lieu tard, avec notamment l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, ou encore la crise du Covid-19, ou bien on peut citer aussi dernièrement la guerre en Ukraine. Après, ce n'est pas trop tard, parce que l'Europe, on peut dire, elle a raté un premier wagon d'innovation technologique, mais il y en a d'autres qui arrivent. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle en ce moment. On évoque le cas de Mistral, par exemple, qui est une boîte française qui est plutôt bien placée dans le domaine et qui est en ce moment aussi très bien financée. Mais on peut aussi citer le quantique, où il y a beaucoup de startups européennes qui se positionnent et qui sont elles-mêmes aussi très bien financées. Et en plus, dans le quantique, là, on part de zéro, c'est encore très jeune. Et donc, c'est quelque chose qui va se développer dans les dizaines d'années à venir. Donc, l'Europe, vraiment, a les moyens, par exemple, là, de faire émerger de vrais géants. Ce n'est donc pas trop tard pour l'Europe. Merci Maxime. Merci Charlotte. Si vous avez suivi notre premier épisode, vous savez qu'il est temps de se tourner vers Isabelle Horry, la correspondante de l'Express à Bruxelles, pour comprendre ce que les institutions européennes mettent en place pour soutenir la tech. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, quand on pense tech et Europe, en ce moment on pense surtout à des procédures européennes contre les GAFAM. 746 millions d'euros, c'est l'amende que se voit infliger Amazon pour non-respect de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données privées. La Commission européenne inflige à Apple une amende de plus d'1 milliard d'euros pour abus de position dominante. 2,42 milliards d'euros, c'est une amende record. C'est Google Shopping qui est dans le viseur de Bruxelles. Oui, et ce n'est pas anodin parce que l'Europe a du mal en fait à créer des géants de la tech. Son point fort, c'est plutôt sa capacité à réguler. C'est grâce à l'Union européenne qu'on limite l'intrusion et l'atteinte à la vie privée et aussi qu'on instille plus de concurrence dans le secteur des GAFAM. L'Europe a créé ce que le commissaire européen Thierry Breton appelle un code de la route pour le monde de l'information, pour les réseaux numériques. Alors on peut citer par exemple le RGPD qui protège la vie privée, ou bien le DSA pour Digital Services Act, ou le DMA pour Digital Market Act. Ces deux textes-là, ils visent à mieux réguler les pratiques numériques en Europe pour limiter les monopoles par exemple. Alors tu l'as peut-être remarqué, quand tu fais une recherche de lieu sur Google, désormais il ne te propose plus automatiquement Google Maps. C'est une façon d'appliquer le droit européen. L'idée c'est de laisser aussi la place à d'autres entreprises, que tu puisses faire d'autres choix. Et ça peut aider à faire émerger des géants européens parce qu'on n'est plus enfermé dans les outils des GAFAM. Pourtant, Isabelle, on a déjà expliqué dans La Loupe que trop de régulation pouvait justement décourager les entrepreneurs de la tech. Oui, cette crainte a été très relayée par l'industrie. Alors, c'est notamment le règlement sur l'intelligence artificielle qui inquiète. La peur de certains, c'est qu'on risque de brider un secteur tout nouveau et où l'innovation est encore en pleine expansion. Mais ces textes, ils sont quand même importants parce que l'intelligence artificielle, les cryptos, ce sont des outils qui suscitent des craintes. Il y a des arnaques, il y a des détournements, par exemple. Donc, c'est important que l'Europe permette de créer un environnement avec des normes qui pourront aussi permettre de faire émerger des géants qui correspondent plus aux valeurs européennes. La lutte contre la désinformation, contre la haine, la protection de la vie privée.
Sur tout ça, l'Europe fait peut-être un pari à plus long terme. Dans le précédent épisode sur l'agriculture, quand on a évoqué le marché européen, tu nous as expliqué que sa taille, c'était un atout. Est-ce que c'est aussi le cas pour la tech ? Oui, pour avoir des géants dans le domaine de la tech, c'est aussi bien d'être nombreux. Par exemple, ça permet d'avoir beaucoup de données pour faire tourner les modèles d'intelligence artificielle. Ça permet aussi de réaliser des investissements plus importants ou même d'avoir un plus grand nombre de clients. L'échelle européenne est plus pertinente. Reste que les Européens ont quand même un problème. Ils ont accès à moins de capitaux que les Américains. Et ça, c'est un sujet que les Européens veulent essayer de résoudre dans les mois et les années qui viennent pour éviter d'être dépassés. En dehors de la régulation, l'Union européenne tente donc d'investir collectivement dans la tech et peut-être alors que des concurrents aux GAFAM émergeront en Europe dans les prochaines années. Merci beaucoup Isabelle. À bientôt. On retrouve Isabelle Horry, correspondante de l'Express à Bruxelles, dans le prochain épisode de cette série. Ce sera le mardi 21 mai. D'ici là, toute l'actualité des élections européennes à venir est à lire sur l'express.fr. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur n'importe quelle application d'écoute, par exemple Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. Vous pouvez y laisser des étoiles si ça vous plaît ou nous écrire des commentaires. Cet épisode a été monté par Théo Cyr et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.